Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un double scrutin marqué par des violences en Guinée ce dimanche 22 mars. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Le Front national de défense de la Constitution recense 10 morts et plusieurs blessés. Le Niger annonce avoir tué Ibrahim Fakoura lors d'une opération dans les îles du lac Tchad. Le chef djihadiste du groupe Boko Haram était impliqué dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et forces de l'ordre. Et enfin, 856 milliards de francs CFA émis par les États membres de l'UEMOA en seulement 2 mois sur le marché des titres publics en 2020. Une somme qui permettra d'attirer un bon nombre d'investisseurs. Mais tout d'abord, le président du Botswana, Mogwitsi Masisi, a été placé en quarantaine après son voyage en Namibie. Une isolation qui a débuté ce samedi 21 mars et qui durera 14 jours. Le président Mogwitsi Masisi s'était rendu en Namibie pour la prestation de serment de son homologue namibien, le président Hage Geingob, réélu le 27 novembre 2019. Selon un communiqué de la présidence, la Namibie a pour le moment enregistré 3 cas de Covid-19. Mais le risque de transmission est bien réel car la région a un faible taux de dépistage. J'espère que tout se passera dans la paix et la tranquillité. Ce sont les mots du président guinéen Alpha Condé ce dimanche 22 mars lors de l'ouverture des bureaux de vote pour le double scrutin, les élections législatives et le référendum sur la Constitution. Mais l'opposition et la société civile ont appelé au boycott du scrutin. Un scrutin également marqué par des heurts entre les forces de l'ordre et les partisans de l'opposition. Un sujet réalisé par Grazila Tchakounte et commenté par Victoria Sedji. Des urnes à moitié vides, des bulletins de vote calcinés, des routes jonchées de pneus brûlés. En Guinée, le référendum constitutionnel et les élections législatives, boycottées par l'opposition et contestées par la communauté internationale, ont été émaillées de violence. Le bilan est lourd. 10 morts selon le Front national de défense de la Constitution, 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 des suites d'un accident et par arrêt cardiaque. Le vaillant peuple de Guinée ne s'est pas laissé faire. Une fois de plus, il a démontré sa traditionnelle bravoure. Fidèle à sa constitution qui lui est prescrit en son article 21, la résistance à l'oppression, il s'est levé avec courage pour dire non et 1000 fois non plutôt qu'une à cette forfaiture. Il a bravé les balles des forces de l'ordre qui ont arrêté massivement, tiré aveuglement, molesté cruellement, tuant au moins 10 personnes et blessant par balles plusieurs dizaines. Le vote avait pourtant commencé à l'heure. 8 heures locales et dans le calme. Mais très vite, des affrontements sont survenus entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre, notamment dans des quartiers de Conakry comme Ratoma, Koza, Amdalaï, Dar es Salaam et Lambani. Des troubles ont également été observés à Mamou dans le centre et à Boké dans l'ouest. Les observateurs évoquent d'ores et déjà une abstention record. La Guinée n'a jamais connu une élection aussi contestée et rejetée. Et l'autre chose, la crédibilité du scrutin n'est plus à débattre. Avec ce rejet, avec les contestations, avec le taux de participation assez faible, je pense qu'aujourd'hui, la future Assemblée nationale qui va siéger connaîtra de sérieux problèmes de reconnaissance à l'interne, mais aussi des difficultés de collaboration à l'international. Les autorités annoncent l'interpellation de plusieurs individus accusés de troubles à l'ordre public, détention et utilisation d'armes à feu ou encore destruction de biens privés et publics. Pas de quoi décourager le collectif de l'opposition et de la société civile qui appelle à intensifier les manifestations avec le même objectif, empêcher le président Alpha Condé de se frayer un chemin vers un éventuel 3e mandat. Le Niger annonce la mort d'Ibrahim Fakoura, chef djihadiste de Boko Haram. Il a été tué lors d'une opération dans les îles du lac Tchad menée par l'armée nigérienne du 10 au 16 mars dernier. Le chef djihadiste était impliqué dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et forces de l'ordre. Un sujet réalisé par Aïssatou Diabanka-Besland et commenté par Aïssatou Bari. Fin de cavale pour le djihadiste Ibrahim Fakoura, une figure proue du groupe Boko Haram de la branche locale au Niger. Le ministère de la Défense a annoncé jeudi 19 mars avoir physiquement éliminé le réfractaire sanguinaire radicalisé lors d'une opération dans les îles du lac Tchad, dans le sud-est du pays, fief d'islamistes nigériens.
Les éléments des forces armées nigériennes déployés dans la région de Difa ont mené une opération sur les îles nigériennes du lac Tchad du 10 au 16 mars. L'opération a permis d'éliminer Ibrahim Fakoura, un des chefs de faction de Boko Haram, et plusieurs de ses compagnons. Ibrahim Fakoura est une figure de proue de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2015. Cette action militaire qui a facilité l'élimination de ce chef de faction djihadiste s'inscrit dans le cadre des opérations de la force multinationale mixte composée de soldats nigérians, tchadiens, béninois, camerounais et nigériens ont permis de stabiliser la situation au Niger. Mais les incidents restent fréquents. Ibrahim Fakoura a été l'auteur de kidnappings et d'attaques répétées contre les forces de défense et les civils. Vous savez, les organisations terroristes, c'est comme l'hydre grec, c'est-à-dire c'est des serpents à plusieurs têtes. Vous supprimez une tête, il y a une autre qui va pousser. Donc c'est pour dire que, en fait, le gouvernement est allé dans le triomphalisme. Il a sans doute éliminé un élément dangereux. Il a aussi sans doute gagné une bataille d'une journée, mais cela ne veut pas dire que c'est une victoire contre le terrorisme. Et moi, je suis convaincu que la seule victoire qui viendra contre le terrorisme sera la victoire qui sera obtenue à partir du dialogue. La région de Difa, située à l'extrême est du Niger, région frontalière du Nigeria, proche des frontières de Mali et de Burkina Faso, est minée par l'insécurité et la menace permanente de Boko Haram, actif au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Elle abrite 120 000 réfugiés fuyant les exactions du groupe djihadiste. 50 autres combattants ont été également neutralisés. Des mesures économiques de rigueur pour l'Algérie face à l'effondrement des cours de pétrole. Après une réunion du Conseil des ministres ce dimanche 22 mars, le gouvernement algérien prévoit la révision à la baisse de 30% du budget du fonctionnement de l'État sans pour autant toucher au salaire des fonctionnaires. Première entreprise publique du pays, Sonatrach devra également réduire de 14 à 7 milliards de dollars les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement pour préserver les réserves de change. Les réformes économiques sont en marche en Éthiopie. Le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé le 19 mars dernier un soutien financier d'une valeur de 500 millions de dollars en faveur du pays. Objectif revitaliser l'économie de l'Éthiopie tout en renforçant sa compétitivité. Philomène Tine. 50 millions de dollars, tel est le montant de l'enveloppe octroyée à l'Éthiopie par la Banque mondiale ce jeudi 20 mars. Objectif affiché par cet appui financier, soutenir le programme de réforme économique. Cette opération s'appuie sur les réformes structurelles lancées en 2018 et contribue aux efforts de l'Éthiopie pour améliorer la compétitivité, stimuler les exportations, générer des emplois et accélérer la croissance inclusive. Dans le détail, cet appui financier se décompose en deux parties, 250 millions de dollars de prêts et 250 autres sous forme de dons. Accordés par l'IDA, Association internationale de développement, ces 500 millions de dollars devront permettre au pays de maximiser le financement du développement, améliorer le climat d'investissement et développer le secteur financier, promouvoir la transparence et la responsabilité et ainsi mettre en œuvre la deuxième phase de croissance et de renforcement de la compétitivité de l'Éthiopie. L'appui budgétaire, à mon sens, ne pourra pas significativement lui permettre de poursuivre ses réformes économiques. Ce financement arrive alors que nous sommes en pleine pandémie du coronavirus. Un pays comme l'Éthiopie qui l'année dernière a été la première destination dans le domaine des voyages et du tourisme avec un taux de croissance de près de 48%. Si le coronavirus pousse l'Éthiopie également à fermer ses frontières, nous serons portés à croire que cet appui budgétaire de 500 millions de dollars ne va pas avoir l'effet escompté sur l'économie de l'Éthiopie. Il est à noter qu'à l'instar de la Banque mondiale, les autorités économiques éthiopiennes se montrent optimistes pour l'année fiscale 2019-2020. La Banque centrale éthiopienne table notamment sur un taux de croissance à 10,8% pour l'année fiscale 2019-2020 contre une progression de 9% pour l'année fiscale 2018-2019. Les États membres de l'UEMOA ont émis 856 milliards de francs CFA en seulement 2 mois sur le marché des titres publics en 2020. Des émissions qui entrent dans le cadre de la relance économique de chaque État membre. Une somme qui permet également d'attirer un bon nombre d'investisseurs. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland commentées par Philomène Tine.
856 000 milliards de francs CFA, c'est la somme que les États membres de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, ont levé en seulement 2 mois sur le marché des titres publics en 2020. Ces émissions entrent dans le cadre de la relance et du développement de l'économie de chaque État membre. Elles permettent également de renforcer la crédibilité de leur politique budgétaire et attirer les investisseurs. Les États de l'Afrique subsaharienne, notamment l'UEMOA, généralement ce sont des États qui dépendent exclusivement de la fiscalité. En engageant des projets de grande envergure, les met en fait dans une situation de besoins financiers colossaux. Ce qui fait que ces pays s'engagent à un rythme effréné. Pour les émissions, la Côte d'Ivoire arrive en tête avec environ 289,5 milliards de francs CFA mobilisés au cours de ces 2 premiers mois de l'année. Viennent ensuite le Bénin avec 132 milliards de francs CFA, le Togo 110 milliards de francs CFA, le Burkina Faso 104,5 milliards de francs CFA, le Sénégal 93,5 milliards de francs CFA et le Mali 88 milliards de francs CFA. La Guinée-Bissau et le Niger ferment la marche avec respectivement 22 milliards de francs CFA et 16,5 milliards de francs CFA levés sur le marché des titres publics au cours de cette période. Les répercussions sont généralement la vérité des prix qu'imposent les bailleurs, l'augmentation des prix de l'énergie, des denrées pour booster les entrées fiscales, mais aussi une baisse des charges de fonctionnement de ces États-là. Au cours du premier trimestre 2020, les États membres de l'UEMOA prévoient de mobiliser sur le marché des titres publics 1230 milliards de francs CFA à raison de 465 milliards de francs CFA d'émissions de BAT et 765 milliards de francs CFA d'OAT. L'inquiétude monte en Libye concernant les migrants. Le 20 mars dernier, la communauté nationale pour les droits de l'homme en Libye a interpellé le gouvernement et les Nations Unies. L'institution souhaite fermer les centres de rétention en Libye. Tous les migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée sont placés dans ces centres où les conditions de vie sont précaires et inhumaines. Une situation inacceptable pour la Commission libyenne des droits de l'homme, notamment avec la propagation du Covid-19. Au Tchad, le royaume de Ouadaï a son nouveau leader traditionnel et coutumier. Intronisé ce samedi 21 mars, le prince Chérif Ben Abdelhadi est à présent le nouveau sultan de cette localité située à l'est du pays. Au cœur de ses préoccupations, la consolidation d'une paix entre les différentes communautés de la région. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Philomène Tine. Au Tchad, le nouveau sultan du Ouadaï, Chérif Ben Abdelhadi, a été intronisé officiellement ce samedi 21 mars 2020 en présence des autorités administratives et coutumières du pays. Les cérémonies ont eu lieu à Abéché, la capitale de l'ancien royaume du Ouadaï, une localité située à l'est du pays. Le nouveau leader traditionnel aura pour mission de pacifier à la base les communautés de la région et lutter contre les fléaux tels que les mariages précoces et la non-scolarisation des filles. C'est une journée historique car elle marque l'accession au trône de Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi. Cet événement, qui a tout son sens, mérite d'être célébré avec faste par tous les fils et les filles de cette province. La province du Ouadaï. À la limite, dans son ressort territorial, le nouveau sultan du Ouadaï a juré de contribuer et veiller à l'éducation civique de ses administrés en leur inculquant le respect de l'autorité de l'État et les lois de la République. Il promet également de s'investir pour la consolidation de la paix et l'équilibre social, ainsi que la sauvegarde des us et coutumes du royaume et leur transmission aux générations futures. Nous allons nous atteler à la scolarisation des jeunes filles et garçons pour augmenter significativement le taux d'alphabétisation dans la région. Il est vrai que notre province manque d'hôpitaux et de centres de santé. Nous nous engageons à améliorer substantiellement la santé maternelle pour lutter contre le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile.
Pour y arriver, nous allons miser sur la modernisation de notre agriculture et la transformation de nos matières premières. Rappelons que pour promouvoir la conciliation et la médiation à la base, le Tchad s'est doté en 2018 d'un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui est un organe consultatif dans le cadre de la décentralisation des collectivités territoriales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.